Et bonjour à toutes et à tous, installez-vous, on va vous amener à travers un voyage complet au cœur de l'actualité japonaise. Ça s'est passé au Japon, alors on en parle dans l'actu de Japanorama. Et avant de commencer, merci à tous ceux qui écoutent l'émission en podcast ou qui en profitent sur YouTube. Et on vous remercie de suivre notre aventure. Que ça soit sur les podcasts Apple, Spotify ou Deezer ou encore en activant la cloche ou en s'abonnant à YouTube. Vous le savez, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de continuer à faire vivre ce format. Merci à vous et votre soutien. Et on le rappelle, l'actu de Japanorama, c'est du lundi au vendredi pour se délecter et ne rien rater du Japon. Dans la revue de presse aujourd'hui, le Japon franchit une nouvelle étape dans la lutte contre les abus sur les réseaux sociaux. Depuis dimanche, la préfecture de Tottori, dans l'ouest du pays, a mis en application une ordonnance locale révisée qui permet aux autorités d'ordonner la suppression de publications en ligne jugées diffamatoires ou discriminatoires. En cas de refus, des amendes pouvant aller jusqu'à 50 000 yens peuvent être désormais infligées. Présentée comme une première au niveau local au Japon, cette ordonnance vise à renforcer la protection des droits humains face à la multiplication des discours de haine et des attaques personnelles sur Internet. Elle vient compléter la législation nationale entrée en vigueur en avril dernier qui oblige déjà les plateformes à traiter les contenus diffamatoires, mais sans donner aux autorités le pouvoir d'imposer directement leur retrait. Concrètement, le nouveau dispositif de Tottori introduit une procédure en plusieurs étapes. Un résident qui estime qu'un message en ligne porte atteinte à ses droits ou à ceux d'un tiers peut saisir le gouvernement de la préfecture. Celui-ci transmet alors la plainte à un comité d'experts indépendants composé d'universitaires spécialisés dans les questions de droits humains et nommés par le gouverneur. Si ce panel estime que la plainte est fondée, il peut recommander qu'une demande officielle de suppression soit adressée à l'auteur du message ou à l'opérateur du site concerné. En cas de refus ou d'inaction, le gouverneur est alors habilité à ordonner formellement le retrait du contenu. Et cette fois, les conséquences sont bien réelles. Si l'auteur du message persiste à ne pas se conformer à l'ordre, son nom peut être rendu public et une sanction financière appliquée. Une mesure qui marque une rupture nette avec l'approche jusqu'à là prudente des autorités japonaises en matière de régulation du discours en ligne. L'ordonnance prend toutefois soin d'encadrer strictement son champ d'application. Elle rappelle explicitement que la liberté d'expression doit être respectée et que seules les publications visant des personnes identifiables peuvent faire l'objet d'une procédure. Les opinions générales, les critiques abstraites et les débats d'idées ne sont donc pas concernés. Une attention particulière a également été portée aux situations impliquant des mineurs. Dans ce cas, les autorités doivent évaluer l'impact potentiel de la procédure sur la santé mentale et physique de la personne concernée, qu'il s'agisse de la victime ou de l'auteur du message. Le gouverneur de Tottori, Shinji Hirai, espère que ce nouveau cadre juridique jouera avant tout un rôle dissuasif. L'objectif affiché n'est pas de multiplier les sanctions, mais de faire comprendre que les comportements abusifs en ligne ne sont plus sans conséquence, même dans l'espace numérique. Cette initiative locale est observée de près à l'échelle nationale, d'un pays où les drames liés au harcèlement en ligne ont régulièrement choqué l'opinion publique ces dernières années. Tottori pourrait bien servir de laboratoire juridique. Si le dispositif s'avère efficace et équilibré, d'autres collectivités pourraient être tentées de s'en inspirer. Alors, attendez, écoutez, vous êtes prêts ? Pokémon débarque en force à Universal Studios Japan, une nouvelle attraction interactive en préparation. Attrapez vos Pokéballs et resserrez vos lacets. Pokémon et Universal Studios Japan remettent le couvert. Alors que beaucoup pensaient le partenariat terminé, le parc d'Osaka vient d'annoncer qu'il travaillait sur de nouvelles attractions Pokémon permanentes, plus immersives que jamais. Et cette fois, il ne s'agit pas seulement de regarder Pikachu danser de loin. Allez, retour en arrière. En 2021, Universal Studios Japan avait créé la surprise en annonçant l'arrivée de Pokémon dans le parc sous forme d'événements temporaires. Parades colorées, shows musicaux et DJ-sets improbables avec des Pikachu. Des apparitions limitées dans le temps, adorées du public, mais qui laissaient clairement les fans sur leur faim. Pendant ce temps, Pokémon voyait plus grand ailleurs. Poképark Kanto, le tout premier parc Pokémon permanent, s'apprête à ouvrir ses portes le 5 février à Tokyo, au sein du parc d'attractions Yomiuri Land. Ride, boutique, zone thématique, un espace suffisamment ambitieux pour attirer les visiteurs uniquement venus pour Pikachu, quitte à ignorer le reste du parc. De quoi penser que Pokémon avait tourné la page Universal Studios Japan ? Spoiler, absolument pas. La franchise Pokémon est tout simplement trop puissante pour choisir un seul camp. Capable de collaborer avec plusieurs acteurs majeurs en même temps, elle continue donc son partenariat avec Universal Studios Japan, qui vient d'annoncer une nouvelle phase de coopération renforcée avec The Pokémon Company. Dans un communiqué, USJ
parle clairement d'un projet visant à créer des expériences Pokémon avec un niveau d'interactivité inédit. Et le mot est important, on ne parle plus seulement de regarder des Pokémon défiler derrière des barrières ou danser sur scène, mais bien de vivre quelque chose avec eux. Même si aucun détail précis n'a encore été révélé, cette annonce laisse entendre que les futures attractions iront bien au-delà de ce que le parc proposait jusqu'ici. Une approche qui contraste volontairement avec une certaine zone de Poképark Kanto, comme le Pokémon Forest, davantage pensée comme une promenade immersive entre statues et décors naturels. Autre point clé, le projet ne s'arrêtera pas au Japon. Universal Studios a confirmé que ces nouvelles attractions Pokémon verront d'abord le jour à Osaka, avant d'être déployées dans d'autres parcs Universal à travers le monde. Une excellente nouvelle pour les fans internationaux qui pourraient bientôt capturer des Pokémon sans avoir à prendre un vol pour le Kansai. En résumé, Pokémon joue sur tous les tableaux. Un parc permanent à Tokyo, des attractions interactives à Universal Studios Japan et une expansion internationale en ligne de mire. Pikachu n'a clairement aucune intention de rester enfermé dans une seule Pokéball. Notre dernier point concerne les jeux indépendants. Longtemps dominée par de grands studios et des licences ultra connues, l'industrie japonaise du jeu vidéo est en train de vivre une petite révolution, mais silencieuse. Depuis quelques années, les jeux indépendants japonais connaissent un véritable essor au point d'attirer des financements venus bien au-delà du secteur traditionnel du gaming, et les chiffres commencent sérieusement à parler. Par jeu indépendant, on entend des productions développées par des petites équipes, voire parfois par une seule personne, avec des budgets modestes mais une liberté créative presque totale. Grâce à des outils de développement accessibles et à des plateformes comme Steam ou la Nintendo Switch, ces jeux peuvent aujourd'hui toucher un public mondial pour quelques centaines de yens et parfois dépasser le million de ventes. C'est exactement ce qui est arrivé à Bokura. Développé par le créateur japonais Tokoronori, sorti en 2023, ce jeu a déjà dépassé le cap du million d'exemplaires vendus dans le monde. Un succès impressionnant pour un jeu né hors des circuits classiques. À l'origine, son créateur envisageait le développement comme une activité parallèle, avant de décider d'en faire son métier, après avoir réalisé que la voie professionnelle traditionnelle ne lui correspondait pas. Pour Tokoronori, la force du jeu indépendant réside dans l'absence de contraintes. Ne pas chercher la bonne réponse, ne pas suivre une formule imposée, permet de créer une expérience inédite. Certes, travailler seul est éprouvant, mais chaque petite avancée, ou voir un personnage bouger, un seul système fonctionner, devient une victoire personnelle et surtout une source de plaisir. Ce type de démarche attire désormais des acteurs inattendus. Le géant de l'édition, Kodansha, connu pour ses mangas et ses romans, soutient depuis 2020 des développeurs indépendants en leur fournissant des financements, un accompagnement technique et une aide à la distribution, au Japon comme à l'international. Une manière pour ces entreprises issues d'autres industries culturelles d'investir le jeu vidéo sans passer par les blockbusters. Le phénomène dépasse le cadre du jeu pur. The Excite 8, un walking simulator angoissant se déroulant dans les couloirs du métro, a récemment été adapté en film live-action au Japon et dans le monde. Une preuve supplémentaire que les jeux indépendants peuvent devenir un véritable œuvre transmédia. À l'échelle mondiale, l'exemple de Minecraft, initialement développé par une seule personne, reste l'un des symboles les plus frappants de cette dynamique. Les lieux physiques s'y mettent aussi. Le groupe Parco, spécialisé dans les centres commerciaux, a lancé sa propre marque d'édition, Parco Games, mêlant événements promotionnels, expositions et jeux indépendants. Une manière de faire sortir le jeu vidéo des écrans et de l'ancrer dans les espaces culturels accessibles au grand public. Pour Shuei Yoshida, ancien pilier de la division PlayStation chez Sony et aujourd'hui soutien actif de la scène indie via sa société Yosp Inc., cette évolution est logique. Les grands studios impliquant des centaines de personnes tendent à jouer la sécurité. À l'inverse, les créateurs indépendants développent des jeux parce qu'ils en ont envie, portés par une passion brute. Et c'est souvent dans ce cadre que naissent les idées les plus audacieuses. Ce mouvement s'inscrit dans un contexte mondial favorable. Selon le Famitsu Game White Paper de 2025, le marché mondial du jeu vidéo a atteint environ 31 milliards de yens en 2024 et continue de croître chaque année. De nouveaux foyers de création apparaissent dans des régions autrefois peu actives, enrichissant encore la diversité des propositions. Le Japon, longtemps perçu comme attaché à ses grandes licences historiques, redécouvre ainsi une autre facette de son talent créatif, plus intime, plus expérimentale, mais aussi plus ouverte au monde. Et si le futur du jeu vidéo japonais ne se jouait pas uniquement dans les tours de verre des grands éditeurs, mais aussi dans les appartements, les cafés et les petits studios où des créateurs passionnés codent et testent et réinventent le médium.
Et voilà qui conclut notre actualité pour ce mardi 27 janvier de 2026. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de ce podcast et n'oubliez pas, on se retrouve du lundi au vendredi et pour ne rien manquer de nos prochains épisodes, retrouvez-nous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify et Deezer, ainsi que sur nos réseaux sociaux X, Blue Sky, Instagram et TikTok. Et surtout, si le podcast vous a plu, abonnez-vous, laissez un commentaire et parlez-en autour de vous car c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de continuer à faire vivre notre aventure. Encore merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.